On se heurtait à des scènes de violence, des femmes tondues, des gens maltraités, caillassés, battus, des gens même tués, des règlements de compte. La veille de la guerre, mon père a été mobilisé. J'ai connu bien sûr la débâcle de mai et juin 1940. Je sais ce que c'est que l'exode sur les routes. Revenu à Épinal, j'étais entré comme apprenti au garage Renault. Les Allemands occupaient le garage. Dès septembre 1940, je suis entré en résistance. Je dis bien, je ne suis pas entré dans la résistance, je suis entré en résistance. En résistance contre l'occupant. Je ne pouvais pas supporter, après avoir entendu l'appel, pas l'appel du 18 juin, parce que je ne l'ai pas entendu, mais le discours du maréchal Pétain qui demandait la cessation des activités, ça je ne supportais pas. Je ne pouvais pas croire que l'armée française venait de subir une défaite aussi lourde. Je ne suis pas entré tout seul en résistance, je suis entré en résistance avec un camarade de mon âge. On avait un réflexe de combat, de non-acceptation de cette occupation étrangère. Et un vieux monsieur, un ancien de la guerre de 14, qui travaillait également au garage Renault. Tous les trois, on parlait évidemment de l'occupation. On travaillait pour les civils, mais on travaillait aussi pour les Allemands. Et dès septembre 1940, eh bien, on a dérobé des armes, des munitions, des explosifs dans un dépôt que les Allemands avaient sur Épinal. Et le lendemain matin, eh bien, la police française nous cueillait sur le lieu de notre travail, nous emmenait à la commandanture. On est tombé sur un colonel de l'armée allemande qui nous a fait une leçon de civisme et de collaboration avec l'Allemagne. On a eu la chance d'être sur un colonel qui respectait peut-être les lois de la guerre. On n'a pas été emmené en prison. On a été relâchés, mais on était quand même fichés. Quand j'ai reçu ma convocation pour aller en Allemagne, j'ai pris ma décision. Je dis à mes parents, je n'irai pas, je veux passer dans la France non occupée, dans la zone non occupée. C'était mon but. Rejoindre le général de Gaulle, continuer le combat. Sur les conseils d'un médecin-colonel à la délégation militaire à Épinal, et il m'a dit le seul moyen pour passer en zone libre, engage-toi dans l'armée d'armistice. J'apprends qu'en Afrique du Nord, un régiment de tirailleurs tunisiens qui étaient rapatriés de Syrie était en formation dans la région d'Oran. Donc je demande ma mutation. Le 8 novembre 1942, les Américains débarquent à Casablanca, à Oran et à Alger. On n'a pas combattu les Américains. On s'est mis au service des Américains, bien sûr. Ils nous ont utilisés pour garder des points stratégiques. C'est au Maroc qu'a été formée donc la 2e division blindée de Leclerc. Elle a été formée pour être intégrée dans les forces alliées. La 2e DB comprenait au départ environ 16 000 hommes. On a eu une formation, une belle formation militaire, et puis du matériel américain. On a quitté l'Afrique du Nord au mois d'avril 1944 et on a débarqué donc à Liverpool et on est resté en Angleterre en formation en vue du débarquement en Normandie. Le 2 août 1944, voilà, il y a 80 ans, je débarquais donc sur la plage de Doha. Moi j'étais sur une automitrailleuse comme radio-tireur parce que j'ai eu une formation de radio morse. Alors quand on était en stationnement, je faisais mon travail de radio, mais dès qu'on était en mouvement, j'étais tireur sur l'AM. On était 4 membres d'équipage, donc j'ai fait la libération d'Alençon. Les premiers combats qu'on a eus, où on a eu des tués, des blessés, ça a été devant Alençon. Puis après, on a participé au nettoyage de la poche de Normandie avec les Britanniques et les Américains. On faisait la chasse aux Allemands. Une pagaille indescriptible où les éléments allemands se trouvaient mélangés même avec des éléments français. On a été continuellement en opération et on a quitté Paris le 9 septembre
Évidemment, l'accueil, c'est un accueil assez délirant. Dès qu'on s'arrête, on est entouré tout de suite par la foule, on nous serre dans les bras. C'est un accueil délirant, c'est vrai, c'est la joie. Mais on a été très bien entraînés sur le plan psychologique aussi. Dans mon peloton, on nous a dit, vous faites la guerre, méfiez-vous de tout le monde. Dans mon fort intérieur, je me disais, aujourd'hui on est accueillis à bras ouverts, c'est vive la France, la fleur au fusil. Mais 15 jours auparavant, on faisait la fête au maréchal Pétain. On se heurtait à des barricades, on se heurtait à des résistants, on se heurtait à des scènes de violence, des femmes tondues, des gens maltraités, caillassés, battus, des gens même tués. Des règlements de compte. Sur le plan humain, on a dû, nous, intervenir plusieurs fois pour arracher à ces gens avec un brassard de résistants, à ces violences qui menaient à la mort. Ça, c'est la face cachée de la libération de Paris. On n'en parle pas beaucoup de ces violences. Quand j'ai été blessé, qu'on a été évacué avec une ambulance américaine, nos conducteurs se sont égarés dans la forêt vosgienne et en pleine nuit, on s'est trouvé devant la porte du camp de concentration du Struthof. Il n'y avait pas un bruit, il n'y avait plus d'Allemands, mais il y avait sans doute beaucoup de cadavres. Je n'ai su qu'après que c'était un camp de concentration. J'y suis retourné d'ailleurs peu de temps après la guerre. Mais maintenant après, il y avait une odeur de mort dans ce camp. C'était surtout l'odeur. Comme en Normandie, au débarquement, c'est bizarre ça, comme on est imprégné par les odeurs. Les cadavres de vaches ou de chevaux dans les champs, ça m'a marqué. J'ai donc quitté l'armée en octobre 1945. Je devais partir en Indochine avec mes camarades. Mais comme j'ai connu mon épouse au mariage d'un camarade, j'ai pas choisi la voie, le chemin de l'Indochine, mais j'ai choisi de me marier. Aujourd'hui, ce que je voudrais dire à la jeunesse de mon pays, c'est que lorsque deux chemins, deux voies différentes se présenteraient à eux, il faut toujours choisir le chemin de l'honneur.